Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur Nyon Région Télévision. Comme chaque semaine, des thèmes politiques, de société, économiques et culturels seront abordés. Et puis tout à l'heure, dans le débat, nous évoquerons les fusions de communes suite aux récents échecs à Assé-Boiron et à Aubonne. Pour ne citer que ces deux exemples, nous verrons ce qu'il en est notamment du côté de Rolle. Mais pour débuter ce journal, on va s'intéresser à la problématique des réfugiés et des migrants, à qui il faut bien trouver un toit. Le Conseil d'État a annoncé cette semaine avoir réquisitionné l'abri PC de Cran-Près-Séligny, une décision qui ne plaît pas à tout le monde et notamment à la municipalité. Bienvenue Jean-Léon Blanc, syndic de Cran-Près-Séligny. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous le dites dans les colonnes de 24 heures, on y est opposé, mais comme on n'a pas le choix, on fera en sorte que tout se passe au mieux. Pourquoi êtes-vous opposé à cette décision du Conseil d'État ? J'aimerais tout d'abord signaler que l'avis de réquisition n'est encore pas venu. Monsieur Lebas vient à Cran exposer à la population et au conseil communal les raisons pour lesquelles il envisage de réquisitionner, mais vraisemblablement cela sera le cas. Tout d'abord, j'aimerais signaler que la municipalité déplore le drame des migrants. Elle compatit aussi aux souffrances des réfugiés qui doivent quitter leur pays sous les coups de la guerre. Mais elle ne peut pas ignorer, la municipalité, le sentiment d'insécurité d'une part importante de la population face à l'arrivée de leurs migrants dans leur village, et souvent cette population y est franchement opposée. Elle y est d'autant plus opposée que, pour des raisons objectives, le sentiment d'insécurité est accompagné du récit de situations difficiles vécues dans les communes environnantes de notre village. La municipalité est donc opposée, en quelque sorte, pour des raisons de sécurité publique. Pourquoi ? L'abri qui est visé se situe vraiment au centre du village, dans le périmètre de l'école primaire et d'une crèche qui accueille pour l'école primaire 120 enfants et pour l'école Montessori 30 enfants. D'autre part, nous avons un projet de transformation de la Poste qui va quitter les lieux pour être hébergé en agence postale dans l'épicerie, d'une crèche de 22 places. Nous sommes donc avec cet abri au milieu d'infrastructures fréquentées par des enfants. Dans le cadre de la journée continue, cela se passe de 7h le matin à 19h30 le soir. Nous sommes également là à proximité des espaces de sport. Nous avons les entraînements de foot où beaucoup d'enfants sont réunis et nous n'aimerions pas qu'il y ait des débordements. La municipalité est aussi opposée parce que l'abri que l'on a à disposition est un vaste abri, il est vrai, il y a de la place, mais il a des conditions de confort très rudimentaires. On peut bien envisager y faire un cours de répétition pour l'armée ou pour la PC. Ce sont des périodes courtes et entre gens qui se connaissent. Cependant, envisager le confinement d'une population nombreuse, plus nombreuse que lors d'un petit cours de répétition, dans des lieux étroits, mal desservis en installations sanitaires notamment, ne nous paraît pas être la meilleure solution. Toutefois, si réquisition il y a, et nous pensons qu'il y aura, nous ferons au mieux pour que les migrants qui seront accueillis à Cran aient un séjour, je dirais, harmonieux. Alors, on comprend bien toutes ces raisons qui vous poussent à être un peu sur la défensive. Toutefois, l'EVAM dit que lorsque l'on a affaire à des petites structures, on parle d'une cinquantaine de personnes là, dans ce cas-là, il y a beaucoup moins de problèmes, justement, d'insécurité que vous avez soulevés. Vous croyez à cela, à ces affirmations de l'EVAM ? L'expérience le dira. Nous avons quelques témoignages de structures de la taille de ces accueils de 50 personnes qui semblent, disons, à la fois confirmer et d'autres infirmer les dires de l'EVAM. Tout dépend de la qualité ou de la nature des personnes hébergées. S'il s'agit de personnes en attente d'autorisation d'être mis au régime de l'asile,
nous n'avons pas la même situation que de personnes pour lesquelles nous ne sommes pas entrés en matière. Et je pense que les choses peuvent être bien différentes selon la composition de la population. Le sujet est sensible, les gens n'en parlent pas volontiers de manière ouverte et franche, mais quand même, est-ce qu'au sein de votre population, vous avez déjà eu des retours? Est-ce que vous avez un peu palpé les gens de votre commune? C'est très difficile d'avoir une vision d'ensemble. La réunion de lundi permettra de se faire une meilleure idée par les questions qui seront posées à M. Lebas et à ses collègues qui l'accompagneront. Et nous aurons à ce moment-là une meilleure information sur l'attitude de la population. Les informations que nous avons aujourd'hui sont à la fois des réactions de franche opposition, de mécontentement, d'interrogation sur les raisons du choix de Cran plutôt que d'une autre commune, et c'est souvent et toujours la même chose. Mais il y a aussi des réactions où on nous demande de bien vouloir stocker des habits et des jouets pour pouvoir les distribuer. Alors vous l'avez dit, lundi soir, le conseiller d'État Philippe Lebas qui viendra dans votre commune pour exposer les arguments du gouvernement cantonal. Qu'est-ce que vous attendez finalement de ce rendez-vous? Il y aura de la discussion évidemment, certainement vive discussion. Nous le verrons. Je ne peux pas préjuger de l'état d'esprit de l'ensemble des personnes qui seront présentes. Vraisemblablement, et nous l'avons déjà repéré, il y aura beaucoup de monde. Ce qui est certain, c'est que la municipalité fera tout pour que les choses, lundi soir, mais surtout au-delà, si réquisition est prononcée, se passe le mieux du monde possible. Nous mettrons sur pied un groupe de coordination qui comprendra des représentants de l'EVAM, des écoles, de la police et de la municipalité pour suivre semaine après semaine l'évolution de la situation et prendre, s'il était nécessaire, les mesures qui permettent d'assurer le calme et le bon voisinage entre migrants et population. Merci beaucoup, Monsieur Blanc, et on espère évidemment que tout se passera au mieux dans cette affaire, que nous suivrons évidemment. On sera présent lundi à Cran pour suivre cela. Merci d'être venu en tout cas. Je vous remercie. Télédôle devrait être géré à l'avenir par le Conseil régional nyonnais. C'est du moins ce qui est demandé aux 47 communes actionnaires. On en discutera tout à l'heure avec Patrick Freudiger, le secrétaire général de Région Nyon. Mais voyez tout d'abord les explications de Florian Cavalieri. L'hiver dernier, Télédôle au bord du gouffre appelait pour la seconde fois les 47 communes du district à l'aide financière. La force de l'euro, de lourds investissements et la concurrence des Rousses, le domaine voisin situé sur le versant français, assombrissait encore la situation financière de Télédôle. Or, à l'heure du sauvetage, toutes les communes nyonnaises n'avaient pas répondu présentes, certaines refusant de payer les 4 francs par habitant prévus pour sauver le domaine. Pour éviter que ce scénario catastrophe ne se reproduise d'année en année, une feuille de route a été validée en juillet dernier. Une feuille de route qui prévoit de confier l'exploitation du domaine de la Dôle à la société de gestion de la station des Rousses, la Sogestar, et de transférer les actions détenues par les 47 collectivités au profit du conseil régional. Le but, simplifier le système de décision, permettre à un exploitant unique ayant pied des deux côtés de la frontière de rendre viables ses domaines, tout en ayant un seul interlocuteur côté suisse, le conseil régional qui resterait propriétaire. Le temps presse pour ces communes qui devraient toutes s'être décidées pour le 31 octobre prochain. La Dôle et les Rousses liées par le même exploitant, une musique d'avenir puisque la prochaine saison de ski sera gérée encore une fois par Télédôle. Et pour en parler, j'ai donc le plaisir d'accueillir Patrick Freudiger, secrétaire général de Région Nyon. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Pourquoi vouloir reprendre le capital de Télédôle au sein du conseil régional ? Il s'agit en fait d'une mesure qui cherche à traiter ce dossier avec le plus d'efficacité possible. Il se trouve que jusqu'à présent, depuis quelques années, on avait donc 47 collectivités et actionnaires qui possédaient 94% des actions, mais qui représentaient en fait un système de décision très dispersé et puis avec une dynamique très difficile en fait à enclencher. Et comme la région est organisée, un conseil intercommunal, ce qui est ressorti, c'est qu'il semblait judicieux de pouvoir en fait réunir l'ensemble de ces actionnaires au travers d'un actionnaire principal qui représentait l'ensemble des communes de la région, à savoir que les communes de la région sont présentes au conseil intercommunal, donc elles auront toujours une forme d'influence sur les décisions qui devront être prises. Elles auront toujours leur mot à dire. Tout à fait, tout à fait.
tant au sein de l'Assemblée générale, au travers de la voix de l'actionnaire principal, qu'au sein du conseil intercommunal lorsqu'il s'agira de décider d'un financement particulier. Et si par hasard une ou des communes refusent de céder ces actions ? Alors bien sûr, l'objectif, c'est que l'ensemble des collectivités jouent le jeu en transférant ces actions. Bien sûr, les communes qui ne jouent pas le jeu, elles se verraient toujours dans une situation d'être un actionnaire et de devoir être cautionneur du prêt LDER, parce qu'il faut savoir que la société Télédo a une dette d'un peu plus de 2,5 millions, qui est cautionnée pas par l'ensemble des communes, par un certain nombre de communes actionnaires. Donc on a aussi, dans la situation actuelle, des situations extrêmement hétérogènes au niveau de l'engagement des collectivités. Et le fait de regrouper tout ça au sein du conseil régional permettrait de mettre toutes les communes au même niveau. Est-ce qu'il y a l'intention à terme quand même de revendre ce capital à des investisseurs privés, investisseurs étrangers Quel est l'objectif à terme? Non, l'objectif à court terme, c'est de pouvoir faire face en fait aux investissements qu'il faut réaliser. Donc la société Télédo a décidé de se recentrer dans sa fonction de société propriétaire. Donc l'Assemblée générale a plébiscité la feuille de route qui a été présentée, consistant à transférer l'exploitation à un exploitant unique qui regroupera les 2 domaines français et suisses. Donc on attend de cette opération des économies d'échelle, donc avec des résultats économiques plus intéressants. Et puis il y a un certain nombre d'investissements qui doivent être encore réalisés, l'aménagement des pistes, un bâtiment d'accueil au niveau des pistes, la réorganisation et la mise en place d'un parking. Et là, c'est plutôt le propriétaire qui doit assurer ces investissements. Et puis peut-être qu'on verra ce que donneront les résultats économiques à terme, mais l'objectif principal des collectivités, c'est de préserver en fait ce massif de la Dole avec ses équipements, parce que c'est un service qui est offert à la population du district qui y tient beaucoup. Il y a une attache sentimentale et patrimoniale à ce massif. On n'attend plus que la neige alors? Oui. Merci beaucoup Patrick Frödiger pour ces explications. Je vous en prie, merci. Commerce de proximité, leur évolution, leur perspective également. C'est le thème d'un forum qui se tiendra la semaine prochaine à Nyon. Un événement organisé conjointement par la ville de Nyon et Uni Global Union, l'union mondiale des syndicats dont le siège se trouve justement à Nyon. On retrouve Florian Cavalieri. Dans une semaine, au siège d'Uni Global Union à Nyon a lieu le traditionnel forum intitulé « Et maintenant ?» Après s'être attaqué à la croissance autour de l'arc lémanique, les moins de 30 ans, la liberté, la sécurité ou encore le logement, les emplois et le mode de vie à l'horizon 2030, les organisateurs emmènent leur auditoire sur un sujet d'actualité. Le thème de cette année croise le fer entre économie globale et commerce local. Nous sommes habitués de visiter le magasin, visiter le supermarché, mais maintenant nous avons le monde digital. Nous sommes dans l'âge de bouleversement dans le monde général, mais surtout et particulièrement dans le monde du commerce. Alors, quel impact local et comment les acteurs importants réagir en face de cette révolution numérique qui va changer toutes les habitudes. Si le forum est maintenant veut dresser le portrait des grandes tendances dans le monde du commerce au niveau global pour mesurer son impact au niveau local, c'est parce que de nouveaux acteurs sont en train de révolutionner nos modes de consommation. Nous sommes à le début d'un terme qui s'appelle « digital capitalism ». Et nous avons des acteurs nouveaux qui n'ont aucun sens de leur impact dans le sens de responsabilité. Et si vous avez un Uber, un Airbnb qui parachutent dans une situation, ça bouleverse tout le monde. Nous ne sommes pas contre le changement, mais ça doit être dans un sens de responsabilité. En Europe, 30 millions de personnes travaillent dans le commerce de détail et près d'un jeune sur 5 y exerce une activité professionnelle. C'est dire si les enjeux actuels et futurs sont importants. Pour Uni Global Union, syndicat leader dans ce secteur, représenté dans plus de 150 pays, les petits commerçants ont tout de même une carte à jouer, mais il va falloir s'adapter. Les consommateurs sont de plus en plus renseignés. Ils ont tous un mobile dans leurs mains. Ils peuvent voir tout de suite le prix. Ils voient tout de suite est-ce que ça va ou pas.
Et ça veut dire le monde concurrentiel pour le commerçant, c'est beaucoup plus aigu que dans le passé. Pour que le commerce de détail continue d'avoir sa place dans les centres-villes, commerçants et politiciens doivent donc trouver la formule magique parfaite et jouer la carte du partenariat social. Grâce à Et maintenant, on dresse le portrait du commerce actuel, mais après, il y a aussi une seconde mi-temps. Nous avons un signal ce matin depuis le syndic Daniel Rossler qu'il y a déjà une sorte de groupe de travail en ville pour voir l'avenir de la ville dans ce sens-là, de faire une sorte d'état général de le commerce. Il y a certainement la suite. Pour le Uni, nous sommes le syndicat mondial pour le commerce. Alors, pour nous, c'est un travail de jour en jour. Ça, c'est notre vie. Le forum est maintenant 6e édition du nom a lieu jeudi 1er octobre. Parmi les intervenants locaux, le président de l'association nyonnaise des commerçants et un conseiller communal, mais aussi le directeur marketing de Migros Genève, la présidente de la FRC et la cofondatrice d'un bistrot communautaire pour ne citer que. La boutique ouvre ses portes à 19 h, elles se refermeront à 22 h. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet de cette manifestation www.etmaintenant.ch. Et on reste dans l'économie avec le Club des 100, les 100 entreprises qui payent le plus d'impôts dans le canton de Vaud. Elles se réunissent régulièrement pour débattre des sujets économiques d'actualité. Le franc fort et la réforme fiscale étaient au cœur de leur dernière discussion. C'était mardi à Rolle, en présence notamment du conseiller fédéral Johan Schneiderman. À Rolle, le Club des 100, cette entité qui regroupe les entreprises ayant le plus grand bénéfice imposable, s'était réunie au Rosé Concert Hall pour parler des défis qui attendent l'économie suisse. Le canton de Vaud a 32 000 entreprises. Il y a un panel d'une centaine d'entreprises qui payent plus du 80% des impôts qu'on encaisse. Donc c'est une façon aussi de les rassembler pour leur dire merci pour cette fiscalité, merci aussi aux autres entreprises. Mais aujourd'hui, là, on réunit ceux qui payent généralement entre 1,5 million et 2 millions minimum pour être dans le Club des 100. À travers l'angle de la fiscalité, des infrastructures ou de l'innovation, cette conférence a évoqué la situation économique de la Suisse à la lumière du franc fort, ainsi que l'avenir de sa place industrielle. Les défis pour les entreprises, ce sont tout d'abord les quelques incertitudes autour des conditions cadres. Dépendant du 9 février de l'année passée, avec la votation du peuple contre la migration, on a une certaine incertitude dans le domaine des impôts. Mais nous sommes en train de travailler là-dessus et nous sommes en train de trouver des solutions. L'après 9 février, la libre circulation et les accords bilatéraux, le conseiller fédéral en charge de l'économie suisse assure que des solutions seraient en passe d'être trouvées avec le voisin européen. Tout n'est que question de temps. Nous sommes en train de préparer des discussions, des négociations. Nous cherchons des options et plus tard, on peut arriver avec la clarification de nos scénarios. Mais une chose est certaine, le canton, plus largement l'Arc lémanique et son économie sont observés de très près par Berne. Le Conseil fédéral est même en contact permanent avec le gouvernement vaudois. Nous sommes en contact presque tous les jours, au moins tous les semaines. Nous connaissons la situation du canton de Vaud, nous connaissons la situation de la Romandie, de l'Arc lémanique, et nous sommes dans une très bonne collaboration, confédération avec les cantons pour résoudre les problèmes. Ce qui devrait permettre au Conseil d'État vaudois de relayer directement la Confédération ses besoins cantonaux, notamment ce qui concerne ces fameuses conditions cadres. C'est quoi? C'est les transports, c'est la mobilité, c'est tout ce qui touche par exemple aux infrastructures de formation, l'école, les universités et autres. Et puis la fiscalité est aussi une condition cadre. Et ce soir on a parlé de la fiscalité aussi, la réforme entreprise 3 qui concerne toutes les entreprises et principalement là, non pas celle-ci, mais plutôt les PME. La 11e édition du Club des 100 s'est terminée sur les notes d'un banquet dilatoire, de quoi permettre aux invités présents de réseauter, de créer des liens, car c'est aussi ça qui fait la force de la deuxième région économique la plus dynamique de Suisse,
un réseau de compétences. La 5e fête du bourg de Coppet aura lieu ce week-end. C'est un événement rare puisqu'il n'a lieu que tous les 10 ans. 50 000 personnes sont attendues vendredi, samedi et dimanche à Coppet. On va tout de suite se rendre sur place. Nous attend Florian Cavalleri. Vous allez tout nous dire, ou presque en tout cas, sur ces festivités. Eh oui Mike, eh ben, vous êtes en studio, mais moi j'ai de la chance, je me trouve actuellement à Coppet. Vous voyez, les verres à champagne ont été livrés. Et puis nous allons parler de cette fameuse fête du bourg en compagnie de nos deux invités. Alors Patrice Girardi, qui n'est autre que le président d'organisation de cette fête, et le syndic de Coppet, Gérard Produit. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, cette fête, comment elle s'annonce? Vu la météo, elle s'annonce sur les meilleurs augures. Puisque nous sommes fin prêts, à part tout ce qu'on a oublié, tout le reste est prêt. Donc maintenant, on n'attend plus que les gens pour pouvoir boire, manger et rigoler. Ben voilà, ça fait 2 ans, vous m'avez dit que vous préparez activement cette fête, 1 an de travail acharné pour un comité d'une dizaine de personnes, mais j'imagine que ce comité est épaulé aussi par des bénévoles. Alors, nous avons toute une série de bénévoles qui œuvrent au montage de la fête et qui vont œuvrer pendant la fête. Nous étions aussi épaulés par quelques techniciens, notamment au niveau de la sonorisation, au niveau de l'électricité, au niveau de la distribution d'eau pour les stands. Nous avions quelques techniciens qui nous ont donné un coup de main à la préparation de tout ça pour que ce soit fin prêt. Pas parfait. Du côté de la commune, Gérard Produit, comment on vit cette fête qui revient tous les 10 ans ? On l'attend, surtout on l'attend tous les 10 ans. Et puis on se réjouit, on sait qu'on va vivre un grand moment. Les préparatifs sont bien cadrés, on voit que toutes les infrastructures sont déjà montées, qu'on n'aura pas besoin des bottes en plastique pour venir à Coppet ce week-end. Donc on se réjouit. C'est parfait. Il paraît qu'il y a 3 lieux principaux, c'est ce qu'on a vu sur le programme. Le but, c'est de faire une fête transgénérationnelle avec 3 scènes. Une scène pour les jeunes, une scène pour les gens qui se dirigent plutôt vers des musiques, on va dire un petit peu plus classiques, plus de la grande musique, et une scène pop-rock pour faire le lien entre tout le monde. Expliquez-moi un petit peu le concept, justement. Alors, le concept était surtout de pouvoir satisfaire toutes les générations qui vont venir là. Donc nous aurons sur la place des Ormes, donc la grande salle, une scène nouvelle génération. Je peux dire que ce sera beaucoup plus basé sur les discos, sur des musiques beaucoup plus modernes. Une scène, la scène principale, qui sera sur la place du Four, qui est la scène, je dirais, mi-génération, qui est la génération de la plus grande partie des gens du comité. Donc c'est évidemment là-dessus qu'on a favorisé un petit peu la programmation, qui sera une scène pop-rock. Et dans la cour du château, une scène un peu plus traditionnelle, donc harmonie de Terre Sainte, conservatoire et divers musiques beaucoup plus, je dirais, traditionnelles. Très peu de classiques par contre. Ça c'est un choix de programmation. Mais les enfants ne sont pas oubliés, ça c'est la nouveauté. Voilà, alors nous avons mis un accent tout particulier là, sur tout ce qui est enfant, donc carrousel, château gonflable, l'association Rêve Suisse qui fera une chasse au trésor dans le parc du château samedi après-midi et dimanche après-midi, des tours en calèche et plusieurs autres animations qui sont faites par les commerçants de Coppet, les fleuristes, la pharmacie et d'autres magasins qui font des animations pour les enfants. Alors Gérard Produit, la culture à Coppet se porte particulièrement bien. Il y a la fête du bourg, mais il y a aussi Mégalopolis 2036 qui est actuellement joué dans la tour vagabonde, justement dans le parc du château. C'est important pour Coppet maintenant de se positionner, vous êtes une des portes d'entrée du district, de se positionner culturellement. Oui, mais souvent ce que je dis, en dehors de notre temps éveillé, on passe la plus grande partie de son temps au travail, puis le temps qui reste à disposition, c'est pour les loisirs. Et les loisirs passent par l'activité sportive, par exemple, mais aussi, et ça me semble important, la culture. Donc Coppet met l'accent sur la culture, il y a différentes possibilités
qu'on soutient, le théâtre de Terre Sainte qui se trouve à Coppet, Mégalopolis, donc cette association qui propose ce spectacle jusqu'au 10 octobre, tous les jeudis soirs, vendredis soirs et samedis soirs. La jauge est de 280 places et c'est vrai que c'est absolument magique de se retrouver dans la tour vagabonde, une tour en bois où la scène est circulaire. Ça va dans tous les sens, de haut en bas, de gauche à droite, en rond, et je pense que le public qui participe ressort en tout cas impressionné et ravi de ce moment, et j'encourage évidemment les gens à venir. Alors on vient à la fête du bourg qui a lieu tous les 10 ans. La première date c'était en 1975 et on pourrait dire aussi qu'il y a un petit côté sportif parce qu'il est question de jumelage. Et puis alors là, expliquez-moi. Oui, alors, comme d'autres communes, la commune de Coppet a une commune amie avec laquelle elle est jumelée. C'est une commune qui s'appelle Mont-Lévrier, de Maine-et-Loire, à quelques dizaines de kilomètres de Cholet en France, ou à un peu moins d'1 heure de route de Nantes, donc il y a 800 kilomètres. Et il y a un peu plus de 20 ans, 21 ans pour être exact, une citoyenne, notre citoyenne d'honneur, Madame Sabine Baruet-Aucher, a approché en fait les deux autorités respectives et en fait elles se sont rencontrées. On va dire la mayonnaise a tout de suite pris et puis on a signé il y a 10 ans officiellement le jumelage lors de la fête du bourg 2005. Et les amis Montlévrais ont tellement été impressionnés et ravis du moment passé chez nous, ils ont décidé eux-mêmes de créer une fête qui s'appelle aussi la fête du bourg à Mont-Lévrier, mais en quinconce chaque 10 ans. Donc ça veut dire qu'en 2010, on a participé, Coppet a participé avec un petit village. On leur a amené la fondue, la raclette, le saucisson vaudois, enfin toutes sortes de spécialités suisses. Ça a été un moment magique et eux maintenant reviennent et ils seront donc 180. Je profite de l'occasion aussi pour remercier tous ceux qui ont logé, parce qu'on loge ces 180 personnes chez l'habitant. C'est magnifique. Ça n'a pas été facile de trouver des places. Non, ça n'a pas été facile, mais ça a pu se faire. Et bravo, et merci surtout aux gens qui y hébergent. Puis donc, eux viennent en nombre. Il y a donc, comme moyen de transport, l'avion. Certains viennent en avion, certains viennent en bus, certains sont partis en voiture. Et puis, chose quand même plus rare, un groupe d'une vingtaine de cyclistes, puisqu'ils ont un club de cyclistes, fait le trajet à vélo. Et encore plus rare, un petit groupe de marcheurs sont venus, ça fait plus d'1 mois, qui sillonnent la France pour arriver cet après-midi, ici à Coppet. Et il y a également à Mont-Lévrier un club d'amateurs d'anciennes voitures qui font également le déplacement et qui nous rejoindront avec leur belle carrosserie. Et vous-même, vous allez chausser les gants en cuir, la casquette en cuir, les lunettes de conducteur, parce que vous partez cet après-midi, justement, les rejoindre en vieille voiture, en voiture ancienne. Voilà, alors, accompagné de mon prédécesseur, l'ancien syndic, M. Pierre-André Romanence, accompagné d'un autre prédécesseur, mais qui est devenu préfet, le préfet du district de Nyon, Jean-Pierre de Ria. Nous nous rendons cet après-midi au col de la Faucille, où on va rejoindre nos amis Mont-Lévrais à 3 heures. Et on va leur faire la surprise, leur montrer que nous aussi, on a de belles carrosseries. Et donc, on fait le trajet avec de vieilles voitures. On les rejoindra et on fera la fin du trajet ensemble. Patrice Girardi, alors on vient d'entendre le syndic qui dit qu'il y aura l'ancien syndic d'il y a 10 ans qui sera aussi présent à la fête. Vous êtes conseiller communal en charge des pompiers. Or, on dit que le syndic qui préside quelque part à la fête du bourg devient syndic 10 ans après. Vous êtes intéressé? Vous serez en concurrence avec Gérard Produit en mars prochain? Alors évidemment, c'est forcément un tremplin politique. Ça, c'est sûr et certain. Mais quel tremplin? Alors ça, c'est justement la chose qu'il faudra deviner. Et vous, Gérard Produit, vous confirmez, vous serez candidat pour les prochaines élections? Alors, je n'ai pas encore publiquement annoncé si j'étais candidat ou pas, mais disons que dans le cadre de la fête du bourg et dans le cadre des manifestations, je serais ravi d'être reconduit dans mes fonctions. L'annonce viendra probablement en octobre. Mais c'est un petit oui quand même. C'est un petit oui. D'accord. Allez, on va passer à une autre de vos casquettes, puisque vous êtes au conseil régional. Le conseil régional, vous êtes en charge de la culture et des sports. Alors, justement, hier, il y avait les assises du sport. Tout à fait. Nous avons réuni en fait à Gland tous ceux et celles qui s'intéressaient à la pratique du sport, des professionnels, des membres qui gèrent des associations sportives, des politiques et des sportifs d'élite, parce que c'est vrai que depuis 2 ans maintenant, on a une somme d'argent à disposition pour soutenir les sportifs d'élite, et il y en a beaucoup dans le district, et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Donc pour ces jeunes de trouver l'argent, etc., pour les différents voyages.
tout le monde n'a pas forcément des moyens financiers importants. Donc le Conseil régional soutient cette démarche et hier soir, on a évoqué différents sujets avec 3 ateliers importants. Le premier qui portait sur la nouvelle loi, avec la possibilité pour les communes d'obtenir des fonds de la part du canton. Comme c'est rare, on le dit. Un deuxième atelier qui s'intéressait à la problématique des bénévoles. Et c'est vrai que quand on est organisateur de manifestations, il faut des bénévoles. Et c'est pas toujours simple d'en trouver. Puis le troisième aspect, c'était trouver en fait quelle bonne méthode pour récolter des fonds quand on fait une manifestation, qu'elle soit culturelle ou sportive. Le sponsoring à chercher n'est pas facile et il y a quelques méthodes à connaître, quelques ficelles. Donc on a donné en fait ces informations aux différents participants qui étaient très contents. On a donc été accueillis par la ville de Gland à la salle Montoli. Voilà, des recherches de sponsoring qui pourraient être appliquées pour la 6e fête du Bourg dans 10 ans. J'ai quand même une toute petite dernière question, le temps presse, mais en quelques phrases ce soir, c'est un conseil intercommunal. Il y a la question de l'usine à gaz qui va être abordée. En 2 mots, l'usine à gaz pour le conseil régional. Alors, je ne suis pas certain que ce soir, ce soit l'usine à gaz qu'on va aborder, mais enfin, l'usine à gaz est importante. D'un point de vue culturel, c'est une colonne vertébrale dans le district au niveau de la scène musicale et aussi de la scène du théâtre. Donc, nous soutenons l'activité, nous soutenons la réalisation de la 2e salle. Et puis, on espère en fait que toute la région puisse bénéficier d'un espace dévolu à la culture, effectivement. D'accord, ben voilà, on était à la fête du Bourg, ça commence ce vendredi et c'est jusqu'à dimanche, il faut venir, le temps sera beau. Venez nombreux. Messieurs, et puis un autre rendez-vous incontournable dans la région, c'est la fête de la vigne qui aura lieu les 2 et 3 octobre prochains du côté de Nyon. Cette 5e édition proposera concerts, stands de dégustation, cours de dégustation également, un rallye, une démonstration de pressé à l'ancienne, le tout devant le château de Nyon. Le site fêtedelavigne.ch vous donnera toutes les informations pratiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans un instant, le débat où il sera donc question de fusion de communes. Vous le savez, vous pouvez en tout temps revoir nos émissions sur notre site internet nrtv.ch ainsi que sur notre page Facebook. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous d'actualité. À très bientôt.